À l'instant même, j'ai le plaisir d'avoir au bout du téléphone le Dr. John Tobin. Bonjour, John. Ça va bien, ça va bien. Commence à être un petit peu tanné, par exemple, là, comme tout le monde, j'imagine. Oui, c'est ça. Écoute, une journée à la fois, hein, faut pas lâcher. Non, exactement. Les consignes sont quand même claires, puis je pense qu'on est chanceux d'avoir un bon début avec Dr. Jennifer Russell. Puis je pense que si on l'écoute, on va bien s'aligner. En tout cas, on est bien parti à date. Aujourd'hui, Dr. Tobin, on a des questions provenant du public à demander. On en a regroupé quelques-unes, donc on va te poser finalement les questions. C'est bien correct? Oui, ben oui, c'est parfait, oui. Donc, la première, lorsque ce sera fini la pandémie, est-ce qu'on pourra savoir, par exemple, si on a eu la COVID auparavant sans savoir? Ben écoute, je pense que pour décoller ça, c'est une excellente question parce qu'il y a plein de gens qui se posent la même question. Puis, je vais être honnête avec toi, nous autres aussi, on se pose la question comme médecin parce que bon, on a tous eu un petit rhume, une petite espèce de grippette dans le courant de l'hiver. Puis là, ben, on se demande, ben c'était ça que j'ai eu, tu sais. Techniquement, non, c'était pas ça parce que bon, le virus n'était pas encore rendu en Amérique du Nord. Mais pour répondre directement à la question, euh, euh, je pense que les chercheurs sont en train de travailler pour développer un test ce qu'on appelle une sérologie. Sérologie, ça veut tout simplement dire un test sanguin. Puis ce test-là va mesurer les anticorps qui circulent dans notre sang reliés à la COVID-19. Ça fait que je pense que c'est assez safe de dire que oui, éventuellement, on va pouvoir avoir un test pour pouvoir nous dire si on a été en contact avec cette maladie-là. Est-ce que c'est tout le monde qui va avoir accès à ce test-là? Je pense pas. Je pense principalement peut-être les gens qui vont travailler dans le secteur de la santé pour savoir s'ils sont à risque de pogner ça via un patient qui pourrait éventuellement être infecté. Ben, ça va être un test pour savoir si que le travailleur de la santé a besoin d'une vaccination quand le vaccin va être disponible. Mais écoute, je pense que les indications d'avoir ce test-là, quand il va être disponible, ben, ils vont nous dire au fur et à mesure qu'est-ce qui est possible. Parlant justement de vaccins, autre question. Lorsqu'un vaccin sera trouvé contre la COVID-19, crois-tu que toutes les personnes à risque vont devoir recevoir justement le vaccin à tous les hivers, comme pour l'influenza, par exemple? Ben, premièrement, être obligé de recevoir, je pense pas que le gouvernement ou personne va obliger les gens à avoir le vaccin. Mais une fois le vaccin développé, je pense qu'il va être accessible à pas mal tout le monde comme population, là. Parce que jusqu'à nouvel ordre, c'est pas un virus qui a tendance à démontrer qu'il va vouloir muter facilement. Ça fait jusqu'à preuve du contraire, on va avoir un vaccin éventuellement disponible, puis il devrait être bon pour couvrir tout. Parce que c'est juste avec le temps qu'on va pouvoir voir si qu'il y a des mutations qui se font pour que le vaccin soit plus efficace. Puis là, à ce moment-là, peut-être qu'on va avoir des vaccinations répétées. Mais je pense que la vraie réponse à cette question-là, c'est on ne le sait pas tout de suite. On espère que non, on espère qu'un vaccin va être suffisant, mais on va voir. OK. Autre question, ça fait plusieurs fois qu'on entend dire qu'on est dans la fameuse première vague, que nous aurons peut-être une autre vague plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça au juste? Bon, ça, là, j'ai trouvé, quand j'ai vu cette question-là, ça m'a fait penser parce que, bon, on prétend comme sans trop y penser qu'on sait c'est quoi la première vague puis la deuxième vague, mais quand on y pense sérieusement, c'est quoi la première vague? Ben, techniquement, la première vague, ben, c'est qu'est-ce qu'on a vu comme dans la région ici, c'est nos 7 premiers patients. Ça, techniquement, c'était la première vague. C'est les premiers patients qui ont été atteints. Puis, pour, encore une fois, être vraiment honnête avec les gens, on s'attendait que cette première vague-là soit beaucoup plus importante qu'on l'a eu. Parce que, OK, on a juste eu 7 patients, mais techniquement, c'est notre première vague, la première vague qui est passée dans la région. Parce que la deuxième vague, ça va être quand on va ouvrir un petit peu les commerces, quand est-ce qu'on va permettre aux gens de circuler plus librement, quand est-ce qu'on va ouvrir nos frontières, ben c'est un peu comme si on va inviter des gens qui sont potentiellement porteurs à venir en contact avec nous autres. Donc, on s'attend d'avoir d'autres cas qui vont apparaître tranquillement pas vite. C'est ça qu'on va appeler la deuxième vague. Parce que, compte tenu que notre première vague était si peu importante, faut s'attendre qu'on ait une deuxième vague
une deuxième session d'infection qui va nous apparaître, qui va être plus importante. Encore une fois, on ne peut pas le prédire d'avance. Il va falloir s'attendre à un peu n'importe quoi de peut-être un petit peu de patients, peut-être beaucoup, beaucoup de patients, mais ça, on va vivre avec ça quand ça va arriver. Mais je pense que ça va être beaucoup dépendant sur le comment qu'on va réouvrir les consignes, dans le fond, là. Autre question, 4 personnes âgées, est-ce que ce sera permis de jouer aux cartes ensemble dans nos maisons? Je pense que les gens commencent à avoir hâte, là. Les gens ont beaucoup hâte, puis ça inclut la personne qui vous parle tout de suite. Moi, ça fait plus qu'un mois, j'ai pas vu mes parents, puis à part que de faire des babayes, puis d'ouvrir la porte pour prendre le pain aux bananes que j'ai eu hier de mon père, que j'étais comme vraiment content. Ma mère a fait un bon pain aux bananes, là. Ça fait qu'on a ouvert la porte, on a dit salut, puis merci beaucoup, puis on apprécie ça, mais pas plus que ça comme contact. Ça fait que oui, 4 personnes âgées, quand les consignes vont être levées, oui, je vois aucun problème à avoir des personnes autour d'une table pour jouer aux cartes. À moins que ça soit 4 tricheurs, puis là, ça va se chicaner, ça fait que c'est pas bon, là. Une autre question, une personne aimerait savoir pourquoi on ajoute le A lorsqu'on parle de la maladie à coronavirus. Encore une fois, j'avais comme pas vraiment réalisé qu'on faisait ça, mais ça m'a fait un peu penser, pourquoi qu'on appelle ça coronavirus, pourquoi qu'on appelle ça COVID-19. Premièrement, coronavirus, c'est une famille de virus. Puis le nom de notre vaccin qu'on deal avec tout de suite, ça s'appelle le Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. C'est ça son vrai nom. Ça fait que je pense en disant la maladie à coronavirus, c'est pour dire c'est la maladie qui est causée par le coronavirus. Puis nous autres, on a vu le nom apparaître tranquillement pas vite dans les médias puis dans la communauté scientifique de COVID-19 qui veut tout simplement dire Coronavirus Disease 2019. Ça fait que c'est les noms qu'on donne à ce syndrome-là qu'on a tout de suite, là. Parfait. Une autre question, John. Des essais cliniques d'un médicament contre la COVID-19 devaient avoir lieu au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'on a du nouveau dans ce dossier-là? Ouais, justement, puis je pense que la question tombe vraiment à point parce que on parlait de l'hydroxychloroquine qui était comme en étude un peu partout dans le monde, puis il y avait des case reports. Qu'est-ce qu'on dit case report? C'est pas une étude scientifique comme telle, mais c'est une étude d'un cas ou de quelques cas vraiment limités qui avaient montré que ça avait peut-être du succès à traiter la maladie. Ça fait que la communauté médicale au Nouveau-Brunswick a dit, essayons donc d'embarquer là-dedans pour voir si ça ne pourra pas donner un coup de main à nos patients. Puis, on a développé une étude, en fin de compte, une étude médicale pour documenter tous les patients qui auraient le traitement. C'est quand même controversé un peu parce que l'hydroxychloroquine, c'est tout ce que moi j'appelle un bon vieux médicament qui est là depuis bien longtemps, qui a été développé pour traiter la malaria, qu'on sait qu'il y a des propriétés anti-inflammatoires un peu, puis qu'on prétendait que ça pourrait peut-être aider à diminuer l'effet inflammatoire au niveau des poumons, des infections de poumons. Ça fait que c'est un peu pour ça que ça a sorti. Puis quand on parle d'effets secondaires pour ce médicament-là, c'est surtout des problèmes au niveau du rythme cardiaque, qui est quand même un effet secondaire qui est rare, mais encore plus rare si on donne juste le traitement pour 5 jours, qui était le traitement qui était préconisé pour traiter le COVID-19. C'était une étude qui, comme je dis, était en cours au Nouveau-Brunswick, sauf que vendredi passé, on a mis un arrêt sur l'étude parce qu'il y avait d'autres rapports qui venaient d'en dehors, comme si que le traitement n'était pas du tout efficace et qu'il n'était pas nécessairement recommandé compte tenu que, on risquait peut-être de faire un petit peu plus de tort que de bien aux patients parce que le bien était extrêmement limité puis on est en train de montrer qu'il n'était pas efficace. Ça fait tout ça pour dire que on est en attente. Comme l'étude n'est pas annulée au complet, mais on l'a mis en attente pour voir s'il n'y aura pas d'autres rapports qui vont venir d'ailleurs au monde
pour nous montrer qu'il pourrait être efficace. Ça fait que c'est ça. C'était bel et bien parti, mais c'est tout simplement arrêté pour l'instant. Docteur Tobin, on sait que le beau temps s'en vient, l'été s'en vient aussi, les maringouins aussi. Une question qu'on a reçue, est-ce que les maringouins pourront attraper le virus, par exemple, sur une surface ou même d'une autre personne et nous le transmettre par la suite? Ben voilà, encore une autre bonne question. Puis c'est pas la première fois que je l'avoue la question. Ça fait que ça m'a quand même permis de regarder un petit peu. Puis le maringouin, on sait qu'il peut nous transporter certaines maladies. Le meilleur exemple, c'est la malaria, qui est pas un virus. En fait, c'est une autre sorte de parasite. Il y a quelques rares virus que les maringouins peuvent donner, comme le maladie de Nil, le West Nile virus. Mais le coronavirus, le COVID-19, n'est pas un des virus que le maringouin peut transporter. Ça fait qu'on devrait pas s'attendre à avoir des transmissions par les insectes. On va pouvoir profiter du beau temps. On va espérer pouvoir profiter du bon temps avec nos chums, surtout. Oui, c'est ça. Oui. Docteur John Tobin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça fait totalement plaisir, puis je vais garder un œil ouvert sur les emails pour voir si jamais il y a d'autres questions, qu'on pourra faire une autre session éventuellement. Mais avec un peu de luck, ça va se calmer comme pandémie, puis on n'aura peut-être pas de besoin.